Excellence, nous examinons les grandes perspectives de financement des économies de la sous-région, lourdement frappées par l'effondrement des cours du baril et également par la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, les États veulent repartir. La BDEAC, en tant que fleuron de ces États en la matière, aujourd'hui est obligée d'aller mobiliser des ressources pour les injecter dans ces économies et permettre et accompagner la relance. Et on se demande si aujourd'hui vous êtes paré à toute éventualité. Et qu'en est-il de la seconde phase de cet emprunt obligataire qui avait été approuvé, de 300 milliards de francs CFA, qui avait été approuvé par le conseil d'administration de 2020? Bon, merci. Effectivement, la BDAC est fidèle à ses obligations, à ses devoirs de mobiliser les ressources pour répondre aux besoins de financement, de développement de nos économies. Et effectivement, vous vous souviendrez que novembre de l'année dernière, la BDAC avait été chargée de mobiliser des partenaires pour le financement des projets intégrateurs lors de la table ronde qui a eu lieu à Paris. Et à cette occasion, la BDAC, effectivement, a pu, avec ses partenaires, mobiliser plus de 36% de la totalité des financements recherchés. Et à cette occasion, la BDAC en lui-même s'était engagé à injecter plus de 308 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, moins d'une année, la BDAC a déjà mobilisé, approuvé déjà le financement des projets intégrateurs pour pratiquement la moitié, pour être exact, pour 49% des engagements qu'il avait pris à Paris. Et pour ce qui est de l'emprunt dont vous parlez, effectivement, nous nous rendons compte que les sollicitations, la BDAC augmentent de manière exponentielle, non seulement pour les États, mais aussi pour le secteur privé. Et nous n'avons plus le droit de ne plus répondre à ces sollicitations. C'est pour cela que nous allons continuer à mobiliser les ressources. Et comme vous l'avez dit, l'Assemblée générale nous avait autorisé un emprunt obligataire pour 300 milliards. Donc, une première tranche a été réalisée en 2020. Effectivement, cette année 2021, nous sommes déjà prêts, nous sommes en train déjà de travailler pour lancer la deuxième phase de cette année qui portera aussi sur 100 milliards de francs CFA. La première phase avait particulièrement brillé par la qualité, par les garanties apportées en termes de liquidité de ces obligations et aussi par le caractère particulièrement inclusif. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que cette fois-ci, l'on soit encore dans la même dynamique? Non, effectivement, c'est très important. Et la BDAC, l'emprunt BDAC, effectivement, se caractérise, entre autres, par ces deux éléments que vous venez de mentionner. Tout d'abord, son caractère liquide. C'est-à-dire que tous les souscripteurs, à tout moment, peuvent entrer en possession de leurs ressources si jamais ils ne veulent plus conserver les titres BDAC, et c'est entre autres par leur cotisation en bourse, dans la bourse de valeur de l'Afrique centrale. Et en termes de garantie, c'est spécialement important parce que la BDAC, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'au cours de la vie de l'emprunt, dès le premier mois depuis la souscription, il ouvre un compte, à part un compte séquestre, qu'il alimente mois par mois pour qu'à la fin d'année, que ce compte ait déjà les ressources nécessaires pour rembourser ou pour payer les souscripteurs, que ce soit les intérêts, que ce soit le capital. Autrement dit, qu'à tout moment, les souscripteurs peuvent consulter ce compte que nous appelons compte séquestre et ils vont trouver que les ressources destinées à servir le service de la dette sont déjà disponibles. Ça, c'est quelque chose que la BDAC fait qui est particulière, que par exemple, des autres émetteurs aujourd'hui ne font pas. En termes de caractère inclusif, nous avions dit que nous ne lançons pas l'emprunt obligataire tout simplement par le seul besoin de mobilisation des ressources, mais
qu'il s'agissait plutôt d'une opération de développement. Une opération de développement parce que nous savons que chaque matin, il y a plein de monde qui se lève pour procurer un peu d'argent et que beaucoup de ces gens-là ont en perspective des ambitions. Il y en a qui le font pour épargner pour les enfants, pour payer l'école de leurs enfants, pour acheter une maison, pour etc., etc. Mais cette petite épargne n'est vraiment pas rémunérée. Vous savez qu'aujourd'hui, les banques commerciales pratiquement ne rémunèrent pas les dépôts. Mais nous disons que non seulement nous voulons mettre en valeur cette épargne pour qu'on puisse la canaliser pour financer notre propre développement de la sous-région, mais aussi nous allons faire que ces gens-là puissent avoir un bon rendement de cette épargne. C'est pour cela que quand la BDAC, malgré sa capacité financière, malgré sa solidité, malgré que son label est effectivement recherché partout, nous avions dit l'année dernière qu'on va rémunérer à 5,45% net. Pourquoi? Pour que ces gens-là, non seulement financent le développement de la sous-région, mais aussi pour qu'ils puissent avoir un rendement de ces efforts qu'ils avaient faits. Ça a été un succès, comme vous le savez, qu'à peine en une semaine de souscription, nous avons surpassé l'objectif de 100 milliards qui était fixé et nous avons eu une souscription. Cette année, qu'est-ce que nous comptons? Nous rendons compte qu'on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de sollicitations, les gens qui voulaient souscrire, mais le temps était court, et d'autres qui ont travaillé et qui disent qu'ils sont en train de faire des épargnes parce qu'ils veulent participer à l'appel public à l'épargne de la BDAC. Et il y a aussi des institutions, aussi bien dans la sous-région que hors sous-région. Mais nous disons à ces citoyens de la SEMAN que le prochain appel d'offres, nous allons encore améliorer le coupon, c'est-à-dire le rendement qu'eux, ils vont prendre de cet emprunt. Pourquoi? Pour renforcer cette inclusion financière dont vous parliez tout à l'heure. Parce que ça aussi, c'est l'une des missions de la BDAC. On vient de voir l'État du Gabon et aussi l'État du Congo lancer 2 emprunts obligataires dans le sens de financer la relance économique. Et on se demande, qu'est-ce qui fera la particularité de cette obligation BDAC, de cette nouvelle obligation BDAC? Bon, je crois que l'obligation BDAC a des particularités importantes. Tout d'abord, c'est déjà le coupon, ça veut dire le rendement que nous offrons. Et les financiers savent que lorsque le rendement est trop élevé, on peut penser qu'à la base, peut-être, il y a une moindre qualité de la signature et qu'il veut attirer les investisseurs pour un rendement plus important. Mais quand les investisseurs connaissent que la BDAC, c'est même la banque qui finance ces États qui vont aussi à la recherche des ressources, effectivement, on écarte automatiquement le fait qu'il y ait une quelconque faiblesse. Mais simplement, on voit que c'est le rôle régalien de la banque de faire en sorte que les populations puissent avoir l'inclusion financière. Mais nous disons aussi que les conditions que nous offrons, nous croyons que vont satisfaire mieux les investisseurs et les populations. Il est naturel que les États aillent, c'est tout ça qui fait le dynamisme des marchés financiers sous-régionaux. Mais nous croyons que ce n'est pas que la BDAC fait concurrence avec les États, c'est que peut-être les sollicitations des États vont au-delà de ce qu'ils peuvent obtenir auprès de la BDAC, parce qu'on a quand même des limites et des ratios que nous devons respecter. Peut-être nous nous focalisons sur le financement des projets, mais les États ont d'autres besoins qu'il ne s'agit pas de projets. Donc nous sommes une banque de développement, donc on ne va pas accompagner les États dans des autres besoins de financement qui ne s'agit pas de projets de développement. C'est pour cela qu'ils cherchent d'autres ressources. Mais nous croyons qu'en termes de qualité de la signature que nous offrons, en termes de garantie que nous offrons, en termes de rendement que nous offrons, nous croyons qu'il n'y a aucun souci
pour que nous puissions concourir avec les États qui d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui nous ont donné mandat pour qu'on puisse aller sur le marché. Mais nous croyons que les investisseurs trouveront des meilleures conditions et dans l'emprunt obligataire de la BDAC. Et nous sommes confiants que nous tous, nous avons notre espace dans ce marché financier communautaire et chacun aura la réponse en fonction des critères des investisseurs. Donc, nous croyons qu'il n'y a pas de souci, même si tous les États se mettent dans le marché en même temps, ça ne sera que peut-être le volume de liquidité qu'il faut mobiliser qui pourrait donner des limites. Donc, nous sommes prêts pour y aller. Excellence, pour terminer, en résumé, que peut-on dire de cette deuxième phase de l'emprunt obligataire BDAC qui arrive? Simplement pour dire que la deuxième phase de cette opération de développement que nos concitoyens attendent autant depuis l'année dernière et qui confirme et qui renforce leur inclusion financière, que la deuxième phase de cette opération que les investisseurs attendent pour avoir un meilleur investissement en termes de sécurité et en termes de rentabilité, que cette opération que nos concitoyens qui sont à la diaspora attendaient pour qu'ils puissent aussi déjà bâtir une base solide pour leur retour dans leur pays d'origine est déjà à la porte. Tout ce qu'on peut demander maintenant, c'est à dire à nos concitoyens de la CEMAC, dire à nos investisseurs, dire à l'institution financière qu'ils soient prêts. Parce que déjà, peut-être le mois de septembre prochain, là, nous allons lancer cette opération et qu'ils soient déjà préparés et qu'ils convoquent déjà dès maintenant ceux qui doivent convoquer les structures pour avoir des autorisations nécessaires. Parce que l'année dernière, plusieurs investisseurs institutionnels avaient besoin de temps pour convoquer leur conseil d'administration pour obtenir les autorisations nécessaires. Ils peuvent déjà le faire parce que incessamment, nous allons lancer cette opération que tout le monde attend et nous sommes rassurés que tout le monde trouvera leur intérêt dans ces opérations. Qu'en est-il des autres financements mobilisés par la BDAC pour le financement de ces économies? Je vais ici spécifiquement parler des autres mécanismes que vous avez utilisés par le passé pour augmenter justement ces réserves-là que vous injectez par la suite dans ces économies. À quoi faut-il s'attendre? La BDAC continue à mobiliser les ressources de différentes provenances. Et comme on l'a dit, le fait de lancer les appels publics à l'épargne au niveau de la sous-région, c'est déjà d'abord pour donner plus de dynamisme à notre marché financier, parce qu'ils en avaient besoin. Et c'est l'un de nos objectifs dans notre plan stratégique. Deuxièmement, de rentabiliser cette épargne qui est un peu éparpillée et qui est dans des économies domestiques et qu'ils gardent cet argent là-bas sans le rentabiliser. Et parfois, ils gardent cet argent dans leur compte bancaire à vue et là où ils ne sont pas rémunérés. Et aussi, effectivement, pour faire en sorte que les citoyens de la CEMAC soient acteurs de leur propre développement. C'est pour cela qu'on lance ça. Mais on lance aussi, on mène aussi des actions de mobilisation des ressources ailleurs. Vous voyez que, par exemple, l'année dernière, on a lancé pour 100 milliards. Or, les injections de financement que nous avons mis dans l'économie étaient 3 fois plus que 100 milliards. Et aujourd'hui, à ce niveau de l'année, ce que nous avons déjà décaissé dans l'économie est déjà autour de 100 milliards aussi. Et je crois que vers la fin de l'année, on sera peut-être à double de ce montant. Donc, ça veut dire que c'est juste une opération de développement, c'est juste une opération pour dynamiser notre marché financier, c'est juste une action régalienne et une obligation qui découle de notre plan stratégique. Mais on mobilise aussi à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Vous avez vu que les projets, les sollicitations de la BDAC ont passé de 16 en une année, aller à 30 l'année suivante, aller à 59 l'année suivante. Et aujourd'hui, avant la fin d'année, on dépasse déjà une centaine de sollicitations de nouveaux projets. Mais nous devons répondre à cela.
Donc, si le marché financier sous-régional ne peut pas nous donner d'un coup toutes les ressources dont on a besoin, en tenant compte aussi que l'Assemblée générale nous avait fixé des limites, mais on est aussi obligé de mobiliser ailleurs. Peut-être ailleurs, on mobilise moins cher qu'ici. C'est ce que j'ai dit, que si ici on paye plus, c'est parce qu'on veut fortifier l'inclusion sociale, on veut fortifier la rentabilisation des efforts quotidiens de nos concitoyens. Donc c'est plutôt une opération de développement que nous sommes en train de faire ici. On ne coupe pas la mobilisation extérieure des ressources, on continue à les mener, mais en même temps, on fait aussi la mobilisation de l'épargne locale. On va sortir de cet entretien avec une anecdote qui a été qu'on a suivie dernièrement, à savoir ces remerciements, notamment du Conseil des ministres de l'Union économique des États de l'Afrique centrale. C'était à Douala, au Cameroun, au cœur du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui saluaient le grand apport de la BDEAC dans le financement des projets intégrateurs. Comme je l'ai dit, la BDEAC est parmi tous les partenaires financiers qui s'étaient engagés à Paris pour accompagner les États de la CEMAC dans le financement des projets intégrateurs. Ils ont fait des annonces. Et à la date d'aujourd'hui, ces annonces ne se traduisent pas encore dans le financement réel des projets. Or, la BDEAC, des annonces qu'il avait faites, environ 308 milliards de francs CFA, en moins d'une année, nous avons déjà approuvé des projets qui font déjà plus de 150 milliards de francs CFA. Ça veut dire, en moins d'année, on a déjà financé plus de la moitié. Et nous croyons que dans le prochain conseil, on va encore approuver les autres. C'est pour cela que le conseil des ministres de l'UAC a été très satisfaisant, parce que nous ne restons pas dans les annonces qui avaient été faites. Nous traduisons nos annonces dans les actions réelles. Et si on est resté maintenant à 50%, c'est tout simplement parce qu'il y a certains États qui n'ont pas encore introduit les requêtes pour le financement de leurs projets. Si on avait déjà reçu toutes les requêtes des 6 projets pour lesquels nous nous sommes engagés, je crois que peut-être aujourd'hui, on serait déjà autour de 80%, quelque chose. Alors que pour les autres cofinanciers, on attend toujours la concrétisation des engagements de Paris. Plusieurs des projets intégrateurs que nous finançons depuis Paris ont déjà reçu même des décaissements. Ça veut dire que ce sont déjà des projets qui sont déjà en exécution. Donc, nous ne pouvons qu'aller dans ce sens parce que c'est notre mission, c'est ce que les États attendent de nous. Et nous allons persévérer dans cet élan pour que la sous-région se sente vraiment accompagnée de leurs outils de développement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la confiance des États envers la BDEAC soit de plus en plus élevée. Merci, Excellence. Merci à vous.